Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvel épisode de Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, nous recevons notre première invitée qui est Atika Trabelsi, cofondatrice de la Lab et qui a lancé à Ramadan dernier, donc Ramadan 2019, un projet intitulé Power Our Stories dont nous parlerons plus après. Alors bonjour Atika. Bonjour Alice. Alors Atika, juste pour te présenter un peu plus, tu as quel âge et tu habites où ? Alors pour ma part, j'ai 26 ans, j'habite en Île-de-France, j'ai grandi en Bourgogne, voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours personnel ? Alors, je pense qu'on va davantage parler du parcours militant, je pense que ça peut être pas mal. Me concernant, j'ai commencé le militantisme à l'âge de 15 ans, d'abord dans un premier temps sur des questions d'éducation populaire. Parce que moi-même, étant issue d'une famille, on va dire, un petit peu défavorisée, entre guillemets, j'étais convaincue que les inégalités de classe étaient centrales et celles qui étaient fondamentales. Puis, à la suite de ça, donc, pour le coup, j'étais présidente d'une association qui s'appelait Solid Ascension. Dans la foulée, j'ai aussi pris conscience que, effectivement, l'argent était un peu au cœur de ça. Donc, l'éducation populaire, ça joue, mais si on n'a pas les finances, c'est plus compliqué. Donc je me suis engagée dans tout ce qui était entrepreneuriat social et solidaire. J'ai été bénévole chez Make Sense, puis j'ai fait partie des 50 jeunes Français entrepreneurs sociaux avec Ticket for Change. Et en évoluant, en grandissant, et notamment en arrivant à l'université, j'ai pris aussi conscience des inégalités de genre, de mon statut de femme et de ce que ça impliquait dans notre société. Et j'ai aussi découvert Kimberlé Crenshaw, du coup, et le concept d'intersectionnalité. Et ça m'a, on va dire, éclairé sur le mécanisme, sur le fonctionnement des inégalités et des discriminations au sein de nos sociétés. Et c'est là où je me suis davantage impliquée sur les questions liées au féminisme et à l'antiracisme. Donc j'ai rejoint Sarah Zouak et Justine. Et ensemble, on a porté le projet La Lab. La Lab, c'est une association qui a pour but de faire entendre les voix plurielles des femmes musulmanes et de lutter contre les discriminations sexistes et racistes auxquelles elles font face en France. Et alors toi, d'un point de vue plus personnel, comment tu expliquerais ton rapport à la foi ? Alors c'est une question assez complexe, à vrai dire, parce que je pense que notre rapport à la foi il n'est pas linéaire, il n'est jamais le même. Il évolue avec le temps, il évolue avec les découvertes, il évolue avec notre évolution, il évolue constamment en fait. Et c'est assez troublant. Donc je pense que c'est difficile de définir son rapport à la foi dans une globalité, mais davantage à un instant T. Je dirais qu'aujourd'hui, mon rapport à la foi, il est plus apaisé, parce qu'en tant que femme musulmane, je pense que j'ai appris à penser par moi-même et à questionner avec légitimité, ce qui était assez difficile étant plus jeune, où la question de la légitimité de se questionner n'était pas une évidence. Et donc je pense qu'aujourd'hui, mon rapport à la foi, il est beaucoup plus personnel et moins collectif. Et il est beaucoup moins, je dirais aussi, rituel, mais plus spirituel. D'accord. Et justement, en parlant d'instant T, est-ce que tu as un souvenir récent ou plus ancien de connexion avec Dieu qui t'a vraiment marqué, qui a pu être un tournant dans ta vie ou juste un instant de connexion particulier ? Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, en tant que croyante, notamment en tant que musulmane, on a on va dire, ce qui relève du culte, et donc une connexion en théorie à Dieu qui se fait
quotidiennement à travers les 5 prières, etc. Je pense qu'aujourd'hui, moi je parle personnellement, j'ai beaucoup de mal en fait à être pleinement concentrée dans mes 5 prières et de les faire avec transcendance entre guillemets. Par contre, pour moi en réalité, le lien à Dieu, il se fait un petit peu partout. Et en réalité, je trouve que le rapport ne serait-ce à la création et à la nature est une forme de prière. Et donc, s'il y avait un moment un petit peu comme ça, je pense que quand je me retrouve dans des grands espaces, dans des espaces de création, où la nature est vraiment présente, ou que ce soit végétal ou animal, je prends davantage conscience en fait de la puissance divine que quand je suis dans mon petit quotidien à pas trop à essayer de me focus sur mon rapport à Dieu. Donc je pense que les moments forts de connexion sont souvent ceux où finalement on n'est pas dans une approche directe à Dieu, mais finalement c'est Dieu qui vient à nous et pas l'inverse. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Et si on part un peu plus de l'individuel pour se tourner vers le collectif et la société, tu dirais que c'est comment pour toi d'être une femme musulmane dans notre société française, en l'occurrence ? Alors je vais en revenir au concept d'intersectionnalité. Je dirais que d'être une femme tout court, c'est pas une évidence et c'est pas évident. Mais d'être une femme musulmane visible, ça l'est encore moins. D'être une femme musulmane dans notre société aujourd'hui, c'est... Alors je vais parler d'une part des femmes musulmanes dans leur globalité, et pas forcément visibles, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être voilée pour être musulmane. Et c'est très bien comme ça. Du coup, je dirais que c'est faire face c'est vivre sa foi, parfois sans trop vouloir en parler, sans trop vouloir la montrer, parce qu'on ne sait pas quelles pourraient être les réactions en face. C'est pas forcément simple de vivre de manière apaisée et sereine quand on est croyante et musulmane, mais je pense que c'est pas forcément aussi une évidence pour les autres croyantes. Mais dans le contexte actuel où l'islamophobie est quand même assez grandissante, c'est vraiment pas une évidence. Et j'en viendrai maintenant à la question des femmes, notamment des femmes voilées, où c'est vraiment difficile parce que c'est faire face à des discriminations qui sont quotidiennes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, où on le voit, c'est compliqué. Par exemple, ne serait-ce que d'accompagner son enfant en sortie scolaire sans avoir à se justifier. C'est compliqué de trouver un travail, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a un concept de laïcité qui existe et qui déjà élimine un grand nombre de travail, un grand nombre de choix possibles, mais aussi on a, on va dire, un mécanisme qui se met en place qui vise aussi à exclure les femmes musulmanes voilées de sphères professionnelles. Et puis dans les domaines de la santé, c'est aussi beaucoup de préjugés avec le syndrome méditerranéen, et puis j'en passe, etc. Donc c'est pas une évidence, mais je pense que c'est à nous aussi, en tant que femmes, de faire entendre nos voix et de faire valoir nos droits, de faire en sorte que nos dignités ne soient pas piétinées. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est tellement dur d'arriver à être une femme musulmane dans notre société, dans le contexte actuel, que j'ai du mal à vivre ma foi ? Est-ce que toi, ça t'a impacté dans ta foi au quotidien ? Alors, je pense que personnellement, j'ai pu effectivement, j'ai eu ces raisonnements, notamment durant les moments où mon engagement a été renforcé et où j'étais davantage visible, on va dire, sur le plan médiatique et politique. C'est difficile en fait comme je le disais, de vivre sereinement sa foi et de le vivre de manière apaisée. Après, c'est aussi un travail intérieur, je pense, et un travail spirituel. Quand on sait qui on est et quand on se connaît, c'est quand même plus facile de savoir où l'on souhaite aller et comment y aller. Et à partir de quand, par rapport à tout ça, justement, tu t'es dit « je suis féministe » ? Alors ça, c'est assez drôle, parce que pour le coup, j'ai mis très longtemps à
accepté ce terme, parce que personnellement, en tant que femme arabe et musulmane, je me sentais pas, je me sentais pas représentée par les mouvements féministes auxquels j'étais confrontée. J'avais d'ailleurs le sentiment d'en être exclue et d'en être un petit peu bannie. Les féministes... Alors c'est difficile en France d'utiliser le terme féministe blanche, parce que tout de suite on est automatiquement catalogué. C'est aussi des mécanismes, on va dire, qui empêchent la libération de la parole sur ces sujets-là, ce qui est beaucoup plus simple en réalité dans d'autres pays, notamment anglophones. Mais ouais, j'avais vraiment le sentiment que ces féministes ne représentaient pas l'ensemble des femmes. Or pour moi, le féminisme aujourd'hui, c'est de permettre à chaque femme d'être ce qu'elle veut sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée. Et à l'époque, ma perception du féminisme n'était pas du tout celle-ci. Elle était celle que je voyais, celle que je percevais, celle que j'entendais médiatiquement, politiquement. Après, j'ai pas mal... j'ai fait des études de relations internationales et de géopolitique. J'avais un cours sur les féminismes. Et c'est là où j'ai découvert les concepts d'intersectionnalité. C'est là où j'ai découvert Angela Davis. C'est là où j'ai découvert Bell Hooks. Et je me suis dit, en fait, on peut être une femme racisée, être féministe. Mais en même temps, ça m'a emmenée dans une réflexion plus profonde, puisque ça m'a permis de me rendre compte, en fait, que des rôles modèles et des figures féministes qui n'en portaient pas le nom étaient réellement, en fait, des figures féministes. Et ça m'a permis de bien comprendre le concept, de me l'approprier et surtout de le revendiquer. Et de faire en sorte qu'il ne soit plus confisqué par une minorité de femmes qui souhaitent représenter une globalité de femmes tout en excluant une partie de celles-ci. Alors juste pour rebondir sur cette question, parce que je crois qu'il y en a une qui est quand même très très liée, à ton avis, quels sont les mécanismes justement d'invisibilisation de la femme musulmane aujourd'hui dans notre société ? Alors les mécanismes d'invisibilisation des femmes musulmanes en France aujourd'hui, pour moi, ils sont multiples. Il va déjà y avoir la représentation que l'on fait d'elles. Les femmes musulmanes aujourd'hui sont perçues en France comme étant des femmes soumises, des femmes... on va avoir une représentation très péjorative et négative de ces femmes-ci, publiquement, on va dire politiquement, médiatiquement, et j'en passe. Donc c'est une des premières choses qui vise à délégitimer les voix de ces femmes-ci. Ensuite, on va avoir aussi un problème de représentation, parce que on va constamment parler des femmes musulmanes sans jamais leur donner la parole. Donc, ce sont jamais les premières concernées qui vont parler pour elles-mêmes, ce qui rajoute en fait un sentiment de préjugés et d'amalgame en fait à notre sujet. Et puis après, ces mécanismes, ils sont, comme je le disais, pluriels. Ils sont à la fois sociétals, donc au sein de notre société, mais on les retrouve aussi en intracommunautaire au sein de notre communauté religieuse, où, une fois de plus, la parole des femmes musulmanes est confisquée, une fois de plus par les hommes notamment, avec des institutions religieuses qui sont essentiellement masculines, et des interprétations religieuses qui sont profondément misogynes et sexistes. Donc je pense que le travail en tant que femme musulmane, il est double. Il est à la fois de faire valoir nos voix, les faire entendre et faire valoir nos droits au sein de la société en reprenant, disons, la parole et en rappelant que nous sommes là pour parler en notre propre nom et que dès lors que l'on souhaite parler des femmes musulmanes, eh bien donnez-leur la parole et n'invitez pas... alors je pourrais donner des super noms, hein, mais je le ferai pas. Tous ceux qu'on invite généralement, qui sont tous sauf des femmes et tous sauf musulmanes. Et d'un autre côté, à nous aussi de faire ce travail pour que, en intracommunautaire, on ait une évolution, on ait des rôles modèles féminins qui soient là pour l'idée et pour rappeler que, à travers l'histoire, on a eu des rôles modèles féminins, des femmes musulmanes qui ont contribué à l'essor et au développement de l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui ont contribué à l'âge d'or, j'ai envie de dire, de l'islam qui est resté gravé dans les mémoires.
Tu parlais tout à l'heure de féminisme intersectionnel, de l'intersectionnalité qui était hyper important pour toi et qui est aussi très très en vue aujourd'hui avec tout ce qui est féminisme décolonial et tout ça. À ton avis, pourquoi c'est important d'intégrer cette dimension-là dans les combats féministes aujourd'hui ? Cette notion, pour moi, c'est fondamental d'intégrer cette notion et ces concepts aujourd'hui. Pour la simple raison que, en fait, on a trop souvent, et notamment je parle au niveau du féminisme et d'autres sujets, on a trop souvent exclu, les mécanismes d'exclusion étaient trop redondants. Or aujourd'hui, avec un tel concept, ça permet une approche beaucoup plus inclusive des perceptions et de la prise en compte des discriminations auxquelles on fait face. Et ça permet de comprendre que chaque individu fait face à des discriminations qui peuvent être plurielles. Et c'est pas parce que moi je suis une femme musulmane et voilée que toutes les femmes musulmanes voilées sur Terre vivent les mêmes problématiques que moi. Une femme musulmane noire n'aura pas les mêmes problématiques que les miennes. On aura certainement des problématiques qui seront communes, mais on aura aussi des problématiques qui seront individuelles. Et pour moi, ce concept-là, et je parle de l'intersectionnalité, mais on pourrait parler de la parole concernée, on pourrait parler de non-mixité. Pour moi, c'est des outils, c'est des outils puissants qui permettent de ne laisser personne sur le côté et de prendre en compte les réalités de chacun et chacune. Et est-ce que tu crois qu'il est possible, dans le contexte français actuel, de parvenir à une intersectionnalité au sein même des féminismes religieux ? Ou est-ce que pour toi, il y a encore beaucoup trop d'obstacles ? Alors, si j'ai bien compris la question, moi je pense qu'effectivement, le concept d'intersectionnalité tel qu'il existe aujourd'hui peut permettre d'être davantage inclusif. Inclusif, c'est-à-dire, typiquement en tant que femme musulmane arabe, à partir du moment où je comprends ce concept d'intersectionnalité et qu'il me permet de me situer et de comprendre les discriminations auxquelles je fais face et les discriminations auxquelles je vais tenter d'échapper en militant, finalement, je prends bien plus en considération la situation de mon voisin ou de ma voisine. C'est-à-dire, je serai beaucoup moins dans une approche de jugement et de discrimination, je serai beaucoup plus dans une position d'écoute et en partant du principe que la parole revient aux concernés. Donc je serai beaucoup plus à même de comprendre et d'accepter d'autres positionnements que les miens, d'être bien moins hétérocentré, par exemple, sur des sujets, être en capacité de comprendre que l'on peut être femme musulmane et lesbienne, ce qui, sans la perception de ce concept et du mécanisme du fonctionnement des discriminations, n'est pas forcément une évidence et n'a pas forcément toujours été une évidence pour moi. Et donc je pense que c'est la même chose sur les questions de foi. Je pars du principe que aujourd'hui, une femme juive orthodoxe a tout autant le droit et le devoir d'être respectée et de pouvoir pratiquer sa foi en toute sérénité, comme je l'aspire, puisque finalement ce que je veux pour moi et la manière dont je veux lutter pour moi ne peut fonctionner que si je l'accepte pour la personne qui est à côté de moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu l'idée. Et tu penses que des actions communes sont possibles ? Je pense que c'est possible et je pense qu'elles existent déjà plus ou moins, qu'on a quand même aujourd'hui des actions, même si elles sont à la marge. On n'en a pas non plus, c'est pas non plus flagrant. Mais pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Anne Soupa sur les questions de féminisme religieux. J'ai eu la chance d'échanger avec Delphine Orwiller sur une table ronde. Donc effectivement, je pense qu'on a des ponts à créer. Et aujourd'hui, en tant que femme croyante et féministe, on a,
je pense, ce devoir de faire converger nos luttes, tout en respectant les positionnements de chacune, et en partant du principe qu'on n'est peut-être pas à même de tout comprendre, mais le jugement, quand il est... le jugement, en fait, est nécessairement négatif quand il est exprimé publiquement. Donc je pense qu'on a ce devoir, en fait, de créer des ponts et de se soutenir les unes les autres, puisque je crois fondamentalement au concept de sororité, et je pense que le concept de sororité doit aussi être central au cœur du féminisme religieux. Alors à présent, si on parle un peu de tes nouvelles actions, de tes nouveaux projets, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton projet de Ramadan 2019 que tu as lancé à ce moment-là et qui s'appelle Power Our Stories? Alors effectivement, ce projet, j'ai envie de dire, c'est un projet qui est arrivé de manière un peu inattendue. C'est un projet que je souhaitais mettre en place depuis un moment. Puis je savais que ça n'allait pas être évident de le porter pour 2 raisons. La première, c'était que en venant en fait traiter de la question du sexisme et de la misogynie en intracommunautaire, j'allais donner de quoi parler à tous les islamophobes et autres qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à dire que les hommes musulmans l'ensemble des hommes musulmans sont misogynes et profondément violents ou autres. Donc c'était la première chose. Donc c'était comment faire en sorte que ce que je dise, ce que j'allais dire, ne soit pas instrumentalisé à des fins islamophobes. Puis de l'autre côté, il y avait le côté de comment venir et puis comme ça remettre en question des années d'éducation que j'ai pu recevoir. J'ai eu une éducation assez religieuse et d'expliquer que effectivement on avait une interprétation sexiste des textes religieux, qu'on avait une invisibilisation des femmes et que il était temps pour nous, femmes musulmanes, de reprendre notre place. Donc je savais que ça allait déclencher aussi des débats houleux au sein de ma propre communauté religieuse et au sein de ma propre famille. Donc c'était pas une évidence. Et puis est arrivé ce jour, c'était un jour un peu spécifique, c'était exactement 2 semaines avant le Ramadan. C'était un jour assez important pour les musulmans et les musulmanes en France, puisque c'était c'était l'anniversaire du prophète Mohammed. Et du coup, plein de personnes écrivaient des messages sur les différents réseaux sociaux pour rendre hommage au prophète. Et ça faisait déjà quelques mois, semaines que je disais à mon conjoint que je voulais écrire un livre sur les femmes musulmanes qui avaient marqué l'histoire et justement venir un peu questionner la raison pour laquelle ces femmes ont été oubliées et totalement invisibilisées. Et puis j'étais aussi un peu, on va dire, tiraillée à ce moment-là sur mon rapport à ma foi. C'était un peu compliqué, je savais pas trop comment me positionner en tant que femme musulmane, je savais plus trop où j'en étais, etc. Et donc ce jour-là, je me suis posée devant mon ordinateur. Ça a pris quelques heures, j'ai écrit un peu tout ce que j'avais sur le cœur, sur ma perception de ma religion, sur mon positionnement en tant que femme musulmane, sur la question de la foi. Et puis je me suis dit, je vois que tout le monde rend hommage au prophète. Moi j'ai envie de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont permis en fait après lui de faire en sorte que l'islam soit ce qu'il soit et que finalement que l'on puisse partir du principe que si ces femmes elles ont existé, si ces femmes elles ont tant contribué, eh bien on pouvait les remettre dans un contexte actuel en questionnant et en se demandant. Alors le titre de l'article c'était le suivant, c'était « Que serait l'islam aujourd'hui si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» Et puis j'ai voulu me mettre un peu la pression. Je me suis dit en fait, une fois que tu as commencé à écrire cet article, il faut que tu t'engages et que tu ailles plus loin. Donc je pars du principe que quand les choses sont annoncées publiquement, en fait généralement
c'est beaucoup plus facile d'aller au bout parce qu'il y a un engagement, on va dire, vis-à-vis aussi de toutes les personnes qui te lisent. Donc j'ai annoncé en fait à la fin de cet article que tous les jours, durant le mois de Ramadan, je rendrai hommage à une femme qui a contribué, que ce soit politiquement, religieusement, économiquement, à l'essor et au développement de l'islam à travers l'histoire. Et donc là, on était à 2 semaines, 3 semaines avant le Ramadan, et en fait, je n'avais encore rien. Donc, et puis j'ai posté l'article. L'article a bien pris, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes musulmanes dans la foulée, de femmes non musulmanes, qui me disaient qu'elles avaient hâte de lire ces portraits. Et donc, dès le lendemain, je me suis activée, je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché des livres, j'ai rien trouvé sur le sujet. Donc je me suis dit, mince, j'ai commencé à chercher un petit peu les 30 femmes que j'allais mettre en avant. Je savais qu'elles existaient, mais je ne savais pas par où commencer pour les trouver. Et en fait, une des premières choses à faire, malheureusement, c'était de quitter la langue française, qui, en fait, les seuls articles que je trouvais sur les femmes musulmanes en français, c'était vraiment pas les articles à mettre en avant. Donc j'ai commencé les sources anglophones, et j'ai commencé petit à petit à trouver, on va dire, la matière à mes articles. Donc j'ai commencé ce travail de documentation. Donc je travaille en parallèle, je suis responsable communication dans un groupe. Donc je me levais plus tôt, mon réveil sonnait 1 heure plus tôt pour faire ces recherches-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert, et vraiment ça a été un mois, je pense, assez fabuleux, 2 mois assez fabuleux entre le Ramadan et ce temps-ci, parce que, comme je le disais, ça a vraiment été un mois qui m'a permis de m'apaiser, on va dire, spirituellement, et en fait de me préparer, me créer un argumentaire pour le projet à venir. Et c'était vraiment incroyable. Et en fait, là j'ai présenté 30 femmes, mais j'aurais pu en présenter 100, voire plus, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de femmes, justement ? Oui, bien sûr. Moi, celle qui m'a le plus marquée, et pour le coup, elle est très connue des musulmans, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle est souvent abordée comme étant la femme du prophète, et jamais comme étant, en fait... pour moi, ça a été la pierre angulaire qui a permis au prophète de devenir ce qu'il a été, et pas l'inverse. Donc, du coup, je parle de Khadija, qui était l'épouse du prophète, qui était bien plus âgée que lui, qui était sa patronne, et qui, en fait, pour moi, Khadija, ça a été la mécène de l'islam. C'est celle qui a permis de financer l'islam. Le prophète n'avait pas un sou en poche, il n'avait rien. Et c'est elle qui a contribué à financer quand il y avait des persécutions, quand il y avait des embargos. C'est elle qui l'a soutenu émotionnellement et spirituellement quand il a eu les révélations et qu'en fait il avait le sentiment de devenir fou et qu'il n'acceptait pas indirectement les révélations. Donc c'est une femme qui a été vraiment centrale et que l'on ramène toujours en fait au statut de femme d'eux, ce qui est problématique pour moi. Et donc j'ai vraiment... Et pourtant, c'est une femme dont j'entends l'histoire depuis que je suis toute petite. Mais j'ai vraiment appris à la voir d'un autre œil. Je pourrais aussi vous parler de Waraka. Waraka, c'est une des femmes qui a été nommée comme étant imam, mais par le prophète lui-même. Donc aujourd'hui, quand on parle du principe que l'imama féminin n'est pas envisageable, je me dis, mais comment finalement... à Médine, à l'époque médinoise, on a pu nommer une femme pour diriger une communauté de croyants et de croyantes, et qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible, ne serait-ce que d'aborder le sujet. Et en fait, il y en a plein. Après, ma volonté, c'était vraiment de montrer des femmes du monde entier. J'avais pas envie, une fois de plus, que ce soit essentiellement des femmes arabes. Donc, j'ai fait une recherche pour qu'on ait... des femmes du monde entier. Donc je parle notamment aussi de Nana Asmaou sur les questions d'éducation. C'est juste incroyable ce qu'elle a mis en place. Elle a vraiment elle a développé un réseau pour
pour favoriser l'éducation religieuse, mais aussi l'éducation de manière générale des femmes qui l'entouraient. Franchement, il y a énormément de femmes et je pense que, ne serait-ce qu'en regardant le projet, notre page Facebook, du coup, sur Power Our Stories, vous pourrez retrouver toutes ces histoires et je vous invite à les lire. Mais en théorie, prochainement, donc pareil, je me remets la pression. On devrait avoir un petit livre qui va sortir et avec justement la présentation d'un certain nombre de femmes et un livre qui se voudra aussi beaucoup plus analytique et critique sur les questions de sexisme en intracommunautaire au sein de ma confession et sur tous ces mécanismes qui sont mis en place et qui nous empêchent, en tant que femmes musulmanes, de nous sentir profondément épanouies. Et donc j'espère que ce livre il va vraiment permettre à des milliers de femmes de se sentir plus apaisées dans leur foi, musulmanes ou pas d'ailleurs, mais juste de partir du principe qu'en tant que femme croyante, on a aussi une place qui a été centrale, qui a juste été totalement oubliée et invisibilisée, et que c'est notre devoir de la ressortir, de la dépoussiérer pour la présenter à nos enfants, et puis pour qu'ils puissent faire perdurer ce message. En tout cas, on a hâte de le lire et peut-être qu'on te réinvitera à sa sortie. Est-ce que ce projet t'a permis de développer une vision féministe, on va dire, de la théologie islamique ? Alors du coup, je sais pas si c'est ce projet qui m'a permis d'avoir une vision un peu plus particulière sur la théologie, et notamment sur les interprétations et du Coran. Je pense que ça a été un travail qui a été fait plus en amont, avec différentes lectures, notamment un grand merci je pense à Asma Lamrabet, du coup, qui est une femme marocaine qui a travaillé sur ce sujet, une des premières à vraiment théoriser ça, enfin peut-être pas une des premières, mais en l'occurrence c'est la première qui m'a permis de déconstruire toutes les idées reçues que j'avais et de venir apaiser, on va dire, les premières douleurs que j'avais en tant que femme musulmane et les difficultés que je rencontrais à vivre pleinement ma foi. Après, il y a aussi eu Amina Wadoud, qui est pour le coup vraiment sur les sujets, sur ces sujets-ci, qui m'a énormément appris. Après, il y a Moussawa. Enfin, il y a quand même... en France, on n'a pas non plus beaucoup de possibilités. Après, bon, je vais quand même citer Zahra Ali, je vais citer Malika Hamidi, qui ont énormément contribué aussi, et franchement, je les remercierai jamais autant, parce que c'est grâce à elles si j'ai fait ce projet et pas l'inverse. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris ? Elles m'ont appris, c'est une chose très basique ce qu'elles m'ont appris. Elles m'ont appris à questionner avec légitimité, à me sentir légitime, à questionner, à me sentir légitime, à revendiquer plus d'équité, de justice et d'égalité au sein de ma foi. Ça paraît basique, mais c'est vraiment ça. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de choses qui te semblaient, on va dire, un peu bizarres avant et qu'après avoir lu ces femmes, t'as tout de suite compris ? Alors, typiquement, je vais prendre Asma Lamrabet sur des questions, par exemple, de polygamie. Elle vient en s'appuyant sur les textes, en fait, elle remet tout bonnement en question le concept de polygamie en nous rappelant qu'il y a eu différentes révélations sur le sujet, mais que on en oublie certaines, quoi. Donc, effectivement, si on se rapproche des textes, la polygamie telle qu'elle est présentée et soutenue aujourd'hui par certains hommes n'est en réalité pas tolérable et pas tolérée en islam, dans la mesure où on a une première révélation qui réduit au nombre de 4 le nombre d'épouses, puis ensuite on a une autre révélation dans la foulée qui explique que on ne peut être en mesure d'avoir que 4 épouses seulement si on est incapable d'être juste,
Puis on a encore une troisième révélation qui dit que nul homme n'est en capacité d'être juste, donc que nul homme est en capacité d'avoir 4 femmes. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'arrête souvent en chemin. Et puis de découvrir ne serait-ce que ça, puisque c'était des questionnements que j'avais en étant plus jeune et que je ne comprenais absolument pas. Après, je pourrais parler aussi du concept d'égalité. Ce que Asma Lavrabet nous explique, c'est que en fait, le Coran est un message qui est profondément égalitaire, et elle revient notamment sur les révélations. Quand on prend le Coran, en fait, on va avoir des passages où Dieu s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais grammaticalement parlant. C'est-à-dire qu'on va être face à des versets où on va lire « ô vous croyants, ô vous croyantes », mais bien distincts. Donc, à partir du moment où, dans le message divin, on prend la peine et le temps de s'adresser aux deux genres, c'est qu'en fait, nécessairement, on prend aussi en compte la pluralité des genres, et on part du principe que les droits des deux doivent être respectés et qu'une égalité doit être aussi instaurée. Il y a 2 questions rituelles qu'on espère poser à chaque fois aux invités dans le podcast. La première, c'est comment est-ce que ta foi impacte ta vie professionnelle ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut être féministe et croyant, en fait, concrètement ? Alors, comment ma foi impacte ma vie professionnelle ? Alors, même si j'ai du mal à l'admettre aujourd'hui, je pense que ma foi impacte grandement ma vie professionnelle. Typiquement, donc j'ai fait un diplôme de mon master, donc j'ai fait un master de géopolitique à l'École normale supérieure. Au début, je souhaitais faire de la diplomatie, mais j'avais oublié un détail. J'avais oublié que j'étais une femme musulmane et que je portais un voile, et que je vivais en France. Donc, comment vous expliquer, c'était un peu compliqué de devenir diplomate. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans la fonction publique et porter un quelconque signe religieux en théorie, donc c'était un peu plus difficile. Dans un second temps, donc j'ai travaillé dans une association. Et puis, c'est assez intéressant, puisque c'était mes premières années d'engagement chez la Lab. Et c'était aussi les premiers temps où la visibilité a été très forte et où la Lab a été acculée de tous les maux. Et donc, à la suite de ça, en fait, j'ai perdu mon travail. Donc, je travaillais aussi indirectement pour une institution. On va dire que l'association pour qui je travaillais était en grande partie financée par la mairie de Paris, pour pas les citer. Et du coup, certains collaborateurs au sein d'une mairie d'arrondissement a demandé à ce que je ne sois plus visible et plus au sein de cette association, puisque je faisais, semblerait-il, en étant présidente de la Lab, le lit du terrorisme et de l'islamisme en France. Donc ça a été des mois assez compliqués. Puis finalement, j'ai été amenée à quitter cette association. Et dans la foulée, j'ai créé mon entreprise de consulting en stratégie de communication. Donc je travaillais à mon compte, puisque c'était pour moi la solution la plus simple. Après, on va dire, tous les discours haineux qui ont été créés en fait à notre rencontre, c'était la notion de e-reputation est assez particulière, donc c'était assez difficile de retrouver un poste auquel j'aspirais avec la réputation digitale que l'on m'avait créée. Donc j'ai envie de dire que quand on est une femme musulmane et engagée sur la question de la lutte contre le sexisme et du racisme, c'est pas une évidence effectivement d'allier croyance, militantisme et milieu professionnel. Alors aujourd'hui, je suis pleinement épanouie là où je suis. Je travaille, je suis dans la communication et je suis très épanouie. Et après, pour le coup, je suis dans un groupe qui est vraiment très ouvert et qui est
pas forcément à l'image de la norme du monde professionnel que l'on connaît en France aujourd'hui. Sur le côté spirituel, du coup, en tant que croyante, la question c'était comment le féminisme... Est-ce qu'on peut être féministe et croyante? Est-ce qu'on peut être féministe et croyante? La question pour moi se pose pas. La question pour moi, en fait, dès lors qu'on commence à une phrase par « est-ce qu'on peut être féministe et quelque chose ?» c'est nécessairement oui, en fait. On peut être féministe et tout ce que vous souhaitez derrière, parce que, en fait, être féministe, c'est partir du principe, comme je le disais tout à l'heure, que chaque femme puisse être en mesure d'être pleinement elle-même sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée. Pour moi, le féminisme, c'est lutter en ce sens à tous les niveaux, et vraiment en partant du principe que aucune femme ne doit être exclue de la lutte. Et donc, chaque volonté des femmes, une femme victime de discrimination doit être soutenue par sa consoeur féministe, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment qu'on peut être féministe et croyante, féministe, et ce que vous souhaitez. Et est-ce que par rapport à tous tes combats, par rapport à ton parcours, tu sais un peu où et comment tu te vois dans 10 ans? Alors, où est-ce que je me vois dans 10 ans? J'espère que d'ici là, effectivement, j'aurai eu la chance de pouvoir créer du contenu et des ressources qui auront permis à un certain nombre de femmes, notamment femmes musulmanes, de vivre de manière plus épanouie et plus apaisée. J'espère que j'aurai eu la capacité d'ici là, je serai peut-être maman, donc j'espère que je serai peut-être maman et que j'aurai réussi à transmettre à mes enfants, et notamment à mes filles si j'ai des filles, une relation apaisée, d'une part à la société en tant que femme, qu'elles auront compris aussi la notion de pouvoir d'agir. En fait, c'est aussi à nous en tant que femmes de faire valoir nos droits et de faire entendre nos voix. J'espère que elles vivront dans une société qui sera moins sexiste, moins misogyne. Et puis, dans 10 ans, j'imagine, j'espère que voilà, tous nos combats auront permis de faire avancer la lutte féministe, et puis intrinsèquement les autres luttes, grâce aux convergences qu'on aura créées. Moi, j'ai une dernière question. Peut-être qu'Alice a quelque chose à rajouter après. Peut-être conclure, Alice. Tu parlais tout à l'heure de la manière dont ta foi t'a empêché concrètement d'accéder à certaines opportunités professionnelles. Comment est-ce que tu as résolu, on va dire, plus ou moins ces difficultés? Et en ce moment, on parle beaucoup aussi d'épuisement des militantes sur les réseaux. Pour celles qui nous écoutent et qui, j'imagine aussi, sont confrontées à ça, et je suppose que tu vas en parler, que tu vas travailler le sujet dans tes prochaines ressources, qu'est-ce que tu conseilles? Voilà. Alors, effectivement, c'est on va dire, on parle de la charge mentale des femmes de manière générale, mais je pense que la charge mentale, elle est démultipliée quand on est militant et militante. Et notamment militante, c'est super complexe. En fait, je m'en souviens, chez la Lab, quand on a dans les tout débuts, on organise des petits séminaires à destination de nos bénévoles, les La Lab Day, et on avait eu une super intervention de Clotilde. Clotilde, c'est celle qui gérait la communication de l'association, et elle nous avait fait une intervention sur le militantisme bienveillant. Comment en fait finalement apprendre à être bienveillant avec soi-même quand on est militant, à savoir parfois se retirer pour se ressourcer, comment finalement on fait aussi pour lutter activement et durablement, parce que si on veut militer sur le long terme, si on veut que les choses évoluent, il faut aussi savoir prendre soin de soi, s'écouter pour pouvoir avancer et obtenir des résultats. Et ça avait été vraiment assez fascinant. Après, pour ma part, c'est vrai que je suis
plus dans la même forme de militantisme. Je suis dans un militantisme qui est aussi plus personnel et plus intérieur. Je ressens un peu moins ce besoin de le faire publiquement comme je l'avais fait avant et ce besoin de me faire entendre partout où je vais. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire de manière un peu plus un peu plus personnelle, en faisant en sorte que les revendications et les projets que je vais porter vont d'abord m'apporter intérieurement et non me détruire. Ce sera nécessairement des projets qui me renforceront plutôt que des projets qui me pèseront avec le temps, ce qui n'est pas une évidence. Parce que quand on est militant, on est souvent en fait... on nous impose souvent un agenda politique qui crée des frustrations et des violences, même si c'est essentiel de se positionner. Mais malheureusement, on prend pas finalement le temps de savoir ce qui est bon pour nous et ce que l'on souhaite partager. Donc pour le coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus, on va dire, moins contrainte par le temps. Je préfère faire des choses qui m'apportent, dans un premier temps, intérieurement et me permettent de me sentir mieux, pour ensuite apporter quelque chose aux autres. Parce que tant que tu es pas apaisé et tant que tu es pas ancré en toi-même, tu peux pas espérer un changement profond, apporter un changement profond de la société si déjà tu t'es pas profondément ancré. Enfin, je sais pas, c'est un peu ma pensée actuellement. Et c'est surtout que j'ai aussi envie de vraiment me sentir centrée en moi-même, me sentir apaisée sur tous les niveaux. Et puis partir du principe que la réponse, ça se trouve pas ailleurs qu'en moi-même. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Atika Trabelsi, merci pour ton partage, merci pour ton courage. N'oubliez pas d'aller voir la page Facebook du projet Powerhouse Stories, avec mon super accent anglais. Voilà, et à bientôt.